C'est là-bas? Ouais, c'est là où il y a les... La fille en vert? Ouais. Okay. Je vais rencontrer Julien Cernobori ce matin. C'est très classe d'apporter des fleurs à un monsieur. C'est quelqu'un qui fait du podcast, qui a fait de la radio, qui parle à des inconnus beaucoup. Ça me touche les gens qui s'intéressent aux anonymes. J'aime pas du tout interviewer des stars. Ça, c'est ton innocence qu'on adore. Voilà, je devais produire ce podcast avec eux et j'ai pas signé mon CDI, je suis parti. J'ai à peu près 23 000 questions à lui poser. C'est la suite de la série des portraits en collaboration avec Patreon. Elles sont moins bien cirées que la dernière fois. C'est bien. Sélectionnez le nom, puis appuyez sur le bouton Appel. Ok. Bonjour, c'est au 4e. On rentre ou pas? C'est le 4e. Ouais, t'as la place. C'est un calme. Ils ont souris. 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 Ah, comme celui de Sophie Kahn. Oui, c'est ça. Vous voulez prendre du sucre dans le café? Non, merci. Non. Non, merci. C'est quoi ton endroit préféré, toi, de ton appartement? Bah, c'est mon bureau en fait. Mm. Je crois que c'est l'endroit où je passe le plus de temps dans ma vie, c'est mon bureau. Allez le voir. Ouais, c'est tout. ok. Super. Le son seul, quand je le fais chez moi, j'arrive à le soigner, mais dès qu'on se déplace, je suis vite submergée par la personne, par... Je pense qu'il faut que tu aies un micro que tu tiennes à la main. Ouais, c'est Au moins tu sais où tu es dans le son. Ouais. Et le son est toujours avec toi avec un casque. Ouais. Je pense que c'est un peu... Enfin, moi c'est comme ça que je fais en tout cas. Plus on est prêt, plus on a des paroles intimes et plus la relation est forte, je trouve, entre l'intervieweur et l'interviewé. Voilà, même si au début c'est un peu gênant, on s'y fait très vite, quoi. Depuis combien de temps tu fais ça? Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Je suis pas très sûr de moi dans la vie. Et quand je rencontre des gens comme ça dans la rue, ou quand je frappe dans des appartements où je sais qu'il y a eu un crime, j'ai toujours un peu peur. Donc j'y vais vraiment doucement, je m'approche petit à petit, mais c'est vraiment... je suis toujours un peu inquiet de savoir ce que ça va donner, si je vais pas me faire jeter. Les gens me jettent rarement, mais voilà, j'y vais quand même doucement, quoi. Mais il faut se rapprocher. Attends, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent parce que... Tu te dirais sociable? Pas trop. Non. Si je suis dans un dîner ou dans une soirée, je vais pas parler aux gens, parce que je sais pas quoi leur dire. J'ai presque peur d'aller faire mes courses et de parler à des commerçants, par exemple. Tu vois, j'ai toujours été très timide. Bon, de moins en moins. Ouais, j'allais te demander, est-ce que ça a contribué à ton rapport aux autres de faire ça? Oui, ça me soigne. Ça me soigne. Je me sens toujours mieux après une interview. Je vais toujours mieux. Je me sens toujours grandi et heureux, en fait. Ça me rend heureux, ça m'aide de faire des interviews. Surtout de gens que je connais pas, que je rencontre comme ça, au hasard. Donc tu dirais que le micro, c'est carrément un accélérateur de contact? Oui. Oui, parce que je pense que je me pose des questions comme tout le monde sur les gens. Si je te rencontre dans la rue, par exemple, et que j'ai pas de micro et je te pose des questions sur d'où tu viens, tu vas être hyper choqué, tu vas te dire mais c'est quoi ce fou, ce dingue qui pose des questions? On n'a pas le droit de poser des questions. Quand il y a un micro, je me sens autorisé à le faire parce que les gens savent qu'il y a un jeu. Il y a le jeu du micro, ils savent que c'est mon travail. Je pense que les gens sont ravis quand on leur pose des questions et qu'on les écoute, qu'on écoute les réponses surtout, parce qu'il faut beaucoup écouter. Parce que je pense que les gens, même nous, on n'est pas très écoutés en fait. Même nos amis nous écoutent pas forcément très bien. Donc là, bah oui, quand ils savent qu'ils sont écoutés, on peut leur poser toutes les questions. J'en suis persuadé. Non, j'avais une idée, mais je l'ai perdue. Allongée dans son couloir. Elle a été tuée? Oh oui. Ouais. Si vous ressentez le besoin de comprendre, moi, donnez-vous le temps. Mademoiselle Secaresco. 1913, 1984. Oui, Jacqueline, oui.
Voilà, c'est le générique qui est assez long, mais bon, moi il me plaît comme ça. Tu t'amuses? Ouais, je m'amuse. Ouais. Je raconte toujours une histoire un peu différente à partir des mêmes mots. Mais, t'as une banque de... Ouais, regarde, j'ai, tu vois, par exemple... 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. À quoi ça sert de faire la tête? Ah merde. C'est super, non? Ah, c'est super. À suivre. Ouais, ça me fait rire à un moment, tu dis... Alors, je sais pas si c'est justement pour être en sympathie avec les gens, mais à un moment tu dis... oui, c'est un peu absurde mon travail. Oui, c'est absurde. Bah, c'est absurde parce que je travaille sur... je suis censé travailler sur une affaire criminelle. Et je m'attarde avec des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec l'affaire, quoi. Et je m'accroche et je me dis, mais pourquoi je fais ça, parfois? Alors, c'est vrai que cette affaire criminelle m'intéresse, vraiment. En plus, c'est la plus grosse affaire criminelle française, hein, probablement. Mais c'est aussi un prétexte pour rencontrer des gens que je ne rencontrerais pas autrement. Comment c'est venu que tu l'aies appelé Cerno? Parce que d'une certaine manière, c'est ça, c'est coller ton destin. Ouais. En fait, Cerno, c'est donc mon nom, c'est Cerno Bory. Et souvent dans le métier, on me surnommait Cerno. Et à un moment, on disait on va faire du Cerno. Et faire du Cerno, c'était comme ça faire parler n'importe qui. Moi, j'ai jamais aimé ce surnom qu'on me donnait. Mais j'en ai fait le titre de mon podcast. J'avais pas trouvé d'autres titres et au bout d'un moment je me suis dit qu'en fait j'étais une espèce d'inspecteur un peu à la petite semaine, quoi. Et voilà, Cerno. Ça pourrait durer toute ta vie? Oui. C'est comme une méthode de travail. Je pensais que la première saison ce serait l'affaire Thierry Paulin. Et la deuxième je passerais à autre chose. J'irais m'installer dans un village de la Creuse par exemple et je ferais une saison là-dessus. Puis en fait, en parlant avec un de mes contributeurs justement, il m'a dit, mais peut-être que tu pourrais faire ça toute ta vie. Et effectivement, j'ai de la matière pour toute ma vie. Ou en tout cas, oui, il y aura une fin, ce sera ma mort. C'est comme dans la vie, quoi. Mais tu réfléchis à des financements parallèles ou pas? Non, pas du tout. Non, j'ai même pas le temps. Ouais. Et non, je mise tout sur Patreon, en fait. Ouais, t'as raison, parce qu'en plus, je pense que c'est des personnes... Enfin, tiens, peut-être parlons de ça, de... Comment ça s'est imposé de demander l'aide des gens sur Patreon? J'avoue que j'ai entendu parler de Patreon il y a 1 an et demi, 2 ans. Je savais pas ce que c'était. Et je me suis dit, ce serait un bon moyen de financer mon podcast, en fait. Et donc, un après-midi, je me suis dit, bon allez, je consacre tout l'après-midi à créer ma page Patreon. Et je me suis dit, mais ça va être super parce que voilà, je pourrais au moins avoir un contact avec mon audience. Chose que je n'avais pas à la radio quand je travaillais à Radio France. Et puis, quand il y a eu la pandémie, j'ai pu trop sortir en fait avec mon micro, mais c'est là que le Patreon a commencé à prendre vraiment. Et je me suis rendu compte que les gens m'aidaient à enquêter, quoi. Ils voulaient m'aider. D'un coup, j'ai compris qu'ils avaient En fait, moi, j'ai pas les moyens de me payer un assistant, pour l'instant. Et c'est eux qui devenaient mes assistants. Il y en a quelques-uns qui sont très impliqués. Je sais pour qui je travaille. Et donc ça, c'est vraiment génial. C'est mon équipe, en fait. C'est fou, je m'y attendais vraiment pas. Et les crimes? C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez entendu parler de Thierry Paulin? Non. Donc c'était un tueur en série, on peut dire, dans les années 80. Un jeune homme. Il a tué entre 20 et 40 femmes. Là, tu lui en parles à quel moment? À la fin. Ah ouais. Ça provoque un truc assez bizarre. C'est que les gens me parlent, se racontent, et puis à la fin, au fait, pourquoi vous êtes là? Ouais. Et là, c'est vraiment la suite? Oui, alors là je sais pas si éventuellement on retrouverait cette personne dans les archives de mon chat. C'est un petit cadeau. Oui, les gens ont l'impression que je suis tout le temps en enquête et que j'enregistre et puis que je diffuse. Or, en fait, je passe toutes mes journées en fait derrière ce truc à écrire le récit. C'est comme un journaliste ou un écrivain en fait qui irait
récolter des paroles, des interviews et qui après se mettraient vraiment à l'écriture, quoi. Ça fait longtemps que tu es sur Patreon. Oui, c'est la fin de cette mini-série de portraits en collaboration avec Patreon. Si vous êtes vous-même créateur RIS ou que vous avez envie de vous engager dans la création, ça se passe bien sûr sur Patreon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette série et d'être toujours curieux de mes tentatives. Bisous à tous mes parapes, bien sûr. Moi, ça me permet